Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans Tête à Tête. Je suis aujourd'hui avec Marion Poitvin. Elle est la première femme à incorporer le groupe militaire de haute montagne, un groupe d'élite de l'armée, première instructrice à l'école militaire de haute montagne de Chamonix et aussi première femme à intégrer les CRS de haute montagne. Et pourtant Marion, vous avez souhaité mettre en avant votre quotidien. Vous avez décidé de nous accueillir chez vous, à La Rochette, avec votre fille. Vous avez à cœur de partager ce quotidien sur les réseaux sociaux, excusez-moi. Pourquoi ce choix de partager ce quotidien? Parce que la petite, c'est un événement majeur quand on travaille. C'est obligé à réorganiser toute sa vie. Donc finalement, la vie, elle tourne autour du bébé ensuite pour s'organiser, d'un point de vue logistique surtout. Et puis aussi d'un point de vue affectif, parce qu'on a envie de passer du temps avec la petite. Et aussi, je pense qu'en tant que femme, au niveau de la carrière, c'est plus qu'un gros changement. Déjà, c'est quelque chose qu'il faut penser en amont, qu'il faut réussir à caler dans une carrière. Parce qu'en tant que femme, on nous dit qu'à partir de 35 ans, c'est plus compliqué pour tomber enceinte. Et à partir de 40 ans, c'est vraiment très compliqué. Donc après, c'est un choix. Est-ce qu'on met d'abord la carrière plus en avant ou est-ce qu'on essaye d'arriver à s'organiser pour caler ça avant 35 ans? Mais ça fait hyper court pour faire des choses intéressantes avant les 35 ans. J'espère bien faire encore des choses hyper intéressantes après elle. Hein. Mais bon, il y a quand même ce tournant-là. On est un peu obligé de le prendre assez tôt. Et donc c'est quelque chose que j'avais déjà imaginé à partir de 30 ans. Parce qu'avant 30 ans, je me disais que de toute façon, c'était pas pour moi et que j'en aurais jamais. Puis à partir de 30 ans, je me suis dit quand même, c'est quelque chose que j'avais envie de vivre. Et puis, il se trouve que j'ai rencontré un compagnon qui était aussi dans cette optique-là. Et donc, elle est née il y a un an. J'avais 34 ans. C'est devenu un petit peu le projet central du moment. Voilà. Comment vous conciliez tout ça, justement? Ça ressemble à quoi une journée type chez vous? Le secours en montagne, donc moi je travaille à la section d'Albertville pour les CRS montagne. Le secours en montagne en Savoie, c'est hebdomadaire avec les PGHM, alternance hebdomadaire. Donc la semaine où c'est les PGHM qui sont de première alerte, nous on va être de deuxième alerte. Donc c'est notre phase un petit peu d'entraînement, de récup. Et quand on est en première alerte, là on est souvent en déplacement parce que les postes avec le service héliporté, ils vont être à Modane ou alors à Courchevel. Donc on va partir 4 jours, parfois 7 en déplacement. Et donc voilà, il y a une semaine où ça va être plutôt cool. J'arrive le matin, je la pose à la nounou, je pars en entraînement, je vais grimper, je vais skier. Et puis des semaines où je suis en déplacement et c'est mon compagnon qui doit assurer. Et du coup, les week-ends, ça ressemble à quoi? Je suis 100% avec elle et on peut aller se balader, faire du vélo. J'ai à cœur de faire des activités qu'on puisse partager tous les trois. On s'est remis à marcher, c'est vraiment le sport le plus simple. Et déjà pour une femme qui vient d'accoucher, c'est le plus sain et le plus simple. Et ensuite avec un petit bébé, c'était vraiment plus facile. Je l'ai allaité pendant 4 mois. Donc pour marcher, c'était pratique. Avec l'écharpe, là, tu peux l'emballer. Et puis j'avais trouvé un système pour pouvoir la faire téter pendant que je marchais. Parce qu'elle était tout le temps pour du sein. Les bébés, ils tètent parce qu'ils ont faim, mais ils tétouillent aussi parce qu'ils ont faim d'affection et de relations. Et du coup, elle était tout le temps sur mon sein, dans l'écharpe. Et on a marché pendant des heures comme ça. Et on s'est mis des petits challenges. Par exemple, depuis la maison, on est monté au refuge du pavé. Donc ça faisait 1400 mètres de dénivelé avec mon compagnon. Et la petite, elle avait 2 mois, 1 semaine. Donc c'est le plus jeune client du refuge du pavé. On a eu un superbe accueil par Sophie. Et c'était vraiment, là, j'avais l'impression de partir pour une phase nord. Je me suis préparée la veille, on a fait le sac, on a pris un peu du matos, mais pas trop. On a pris du matos léger parce qu'il fallait déjà porter le bébé, plus les affaires. Et puis il fallait pas trop se fatiguer. C'est comme une grande marche. Et puis c'était ma première grande marche après l'accouchement. Et puis le refuge, il est à 2000... il est à 2900 mètres d'altitude. Enfin, il y a un moment, le sentier, il monte presque à 3000. Donc il y avait aussi cette composante avec l'altitude. Bon, la petite, elle habitait à 1700 mètres, donc elle était plus ou moins acclimatée. Mais quand même, on ne savait pas trop. Voilà, on appréhendait un petit peu. C'était notre gros challenge de l'été. Et puis surtout, moi, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, puis de me rendre compte que je pouvais quand même encore faire des choses. J'étais pas foutue. Parce que malheureusement, une femme qui tombe enceinte, on a un peu l'impression que c'est la fin de sa carrière sportive. Mes sponsors me l'ont bien fait sentir, parce qu'ils sont tous partis. Vous me parliez tout à l'heure des projets de voyage que vous aviez avec notamment la petite et puis votre compagnon. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? C'est un projet qui vous tient à cœur? Alors on avait cette idée par exemple au Kamtchatka. Sa tante, elle travaille là-bas, elle étudie les peuples évènes. Et
des peuples originaires du Kamtchatka. Et du coup, elle a des bons contacts, elle connaît bien le terrain et je pense que ce serait vraiment... On a imaginé partir toutes les deux avec le papa et puis avec les bébés, les laisser au babouchka, en bas là, et puis aller faire des volcans, skier des volcans qui n'ont jamais été skiés parce que c'est au bout du monde. Je pense que ça pourrait être un chouette défi. Après, il y a toujours cette question de mais est-ce que ça vaut encore le coup de partir au bout du monde? Je pense que oui, parce que moi, voyager, c'est ce qui m'a appris, c'est ce qui a fait que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Je ne regrette pas, c'est ce qui m'a appris beaucoup de choses. Mais ça, si on fait ça, voilà, ce serait un gros projet. C'est l'endroit le plus éloigné de chez nous, quasiment. Il y a 12 heures de décalage, donc mais ce serait un bon défi. Je voudrais revenir un peu sur ton parcours et ta vocation. Quand est-ce que tu as su que tu voulais faire ce métier d'alpiniste? Alors, je ne peux pas dire que c'est un rêve de petite fille, parce que quand on est une petite fille, j'adorais être en montagne, j'adorais être dehors, ça c'était sûr. J'ai découvert l'escalade en 4e. Et donc j'adorais le fait de pouvoir alimenter, de pouvoir concilier, on va dire, je faisais beaucoup de danse, de pouvoir concilier l'effort physique dans la nature et en rapport avec la danse, ce côté un peu gestuel, ça m'avait beaucoup plu. J'ai vu une petite annonce comme quoi le secours en montagne cherchait des guides, donc je suis allée les voir. Je suis allée les voir pour avoir plus d'infos. Et après coup, et puis ils ont été très clairs, et puis ça m'a vraiment donné envie de rejoindre la police. Et puis après coup, je me suis dit, ouais, mais non, mais il n'y a jamais eu de femme, ça va encore être compliqué, comme ça l'était à l'armée. Et puis finalement, non, j'ai reçu un super accueil, donc ça s'est bien passé. Voilà, et maintenant que je suis rentrée, il y a 2 femmes qui sont rentrées l'année suivante, donc ça c'est chouette. Une parce qu'elle avait déjà prévu de rentrer, il se trouve qu'elle a passé les sélections l'année d'après moi. Elle n'était pas guide, donc il fallait qu'elle fasse le cursus un petit peu plus long en passant les sélections montagne en interne. Et puis l'autre, elle est rentrée parce que quand elle a vu que j'étais rentrée, elle a dit moi aussi je veux venir, parce qu'il y a 10 ans, elle s'était renseignée. Mais il y a 10 ans, il n'y avait pas de femmes en CRS, du tout, même en maintien de l'ordre. La première femme maintien de l'ordre, c'est 2008, c'est une officier. La première femme maintien de l'ordre, gardien de la paix, c'est mon grade, c'est 2012. Donc de là à pouvoir rejoindre la spécialité montagne qui dans la police, dans l'imaginaire de la police, c'est une spécialité de ouf parce que quand on n'est pas montagnard, effectivement c'est hyper impressionnant, ces gens qui grimpent sur des glaciers, qui courent sur des rochers, qui skient des pentes de neige, enfin voilà, quand on n'est pas du milieu, c'est vrai que c'est hyper impressionnant. Donc il y a 10 ans, imaginer qu'une femme pouvait rejoindre le secours en montagne, c'était juste impossible. N'importe quel policier vous le dira, même encore aujourd'hui, ils se disent que c'est quand même surréaliste qu'il y ait des femmes, la plupart ne le savent pas. C'est juste incroyable. Moi, quand j'étais en école de police, je leur disais que je voulais rejoindre la spécialité montagne, que j'étais guide d'haute montagne. Ils me disaient non, mais tu ne vas jamais y arriver. C'est quoi justement les clichés qui reviennent le plus souvent par rapport à votre genre? C'est la force physique. Ça, c'est le grand classique. Ouais. Alors maintenant, c'est bon, j'ai compris. Là, une fois que j'ai eu le probatoire, j'ai compris qu'en fait, non. Le probatoire de guide, là, ça m'a fait me rendre compte qu'en fait, une femme entraînée est plus forte qu'un homme et que j'ai enfin compris que tous les hommes ne sont pas plus forts que toutes les femmes. Alors oui, alors à chaque fois, on me dit oui, mais regarde, en tennis, les hommes, ils seront toujours plus forts que les femmes. Ouais, là, on ne parle pas de tennis de haut niveau, on parle du diplôme de guide de haute montagne. Et je pense que pour ce diplôme, pour les diplômes professionnels, c'est sûr, les femmes, elles peuvent être plus fortes que les hommes parce qu'elles vont mieux se préparer, parce que voilà, ça dépend chaque femme et ça dépend chaque homme, mais parce qu'il y a une gestion du stress, il y a de la stratégie, il y a de la préparation spécifique, il y a de l'expérience et tout ça, c'est pas inné. Même porter une grosse charge, ça s'apprend parce que déjà il faut se positionner correctement, le dos, mettre le sac correctement sur son dos. Il faut se relever correctement, il faut muscler des muscles spécifiques le long de la colonne parce que sinon on tasse toutes les vertèbres et on ne va pas très loin. Et ça s'apprend. Porter un gros sac, une charge lourde, ça s'apprend. Alors si vraiment à chaque fois on va en falaise et que le gars à chaque fois il dit « Ah mais bouge pas, je vais te prendre la corde » et puis que nous en tant que femme on dit « Ah mais vas-y, ouais, prends-la parce que t'es plus fort », ouais, c'est tout faux parce que du coup on ne s'entraîne pas à porter ces charges lourdes alors qu'on en est largement capable. Porter un bébé, c'est quand même quelque chose, hein, c'est lourd un bébé. La première année, quand ça naît ça fait 3 kilos, mais ça fait rapidement, au bout de 6 mois ça fait facilement 6-8 kilos, là elle fait 15 kilos. Là pour faire des balades avec elle, c'est beaucoup plus lourd qu'un sac de montagne. Ah oui, c'est un bon entraînement. Donc le dire que les femmes ne peuvent pas porter des charges lourdes, c'est juste aberrant, parce qu'en fait on est un petit peu obligé avec ces petits bouts. Et après ce qui est le plus pesant, j'ai envie de dire au quotidien par rapport à ces clichés, c'est les blagues. C'est les blagues sexistes. Du coup ça entretient des clichés, comme les femmes ne savent pas s'orienter, les femmes ne savent pas conduire, ça c'est des... Voilà. Et en même temps c'est pour rire. Donc ça passe, mais voilà, j'ai appris qu'une blague sexiste, en fait, c'est un outrage sexiste quand même dans le code de procédure pénale. C'est une contravention.
Donc c'est pas exactement 180 €, j'avais pas retenu. Mais du coup c'est pas anodin une blague sexiste et ça fait des dommages aux femmes qui les entendent. Enfin souvent c'est en défaveur des femmes. Il peut y avoir des blagues sexistes dans l'autre sens, hein, mais il y a eu moins de plaintes. Mais si on est prêt à entendre vos doléances, voilà, c'est illégal parce que ça fait du mal, ouais. C'est pas agréable. Voilà. Tu dis dans certaines de tes interviews que tu as mis 30 ans à devenir féministe. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Je pense que c'est quand j'ai eu 30 ans que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc quand même qui allait pas. Je pense que c'est en grande partie grâce ou à cause, diront certains, des réseaux sociaux. Parce que du coup, ça donne accès à des témoignages plus personnels et plus bruts. Il y a des femmes qui se livrent, qui parlent. Ça donne accès à plein d'articles, à des communautés, des gens que je n'avais pas forcément accès en habitant à Chamonix et en pratiquant l'alpinisme à 100%, à peu près tous les jours de ma vie. Je n'avais pas forcément accès à des débats féministes sur la place de la femme, à des témoignages de femmes dans notre monde-là. Et bien, ça m'a fait du bien aussi, en tant que seule femme dans l'armée française. J'avais besoin d'essayer de comprendre pourquoi il y avait des situations où je me sentais pas comprise, où je me sentais discriminée, où je me sentais traitée différemment, alors que je voyais pas pourquoi. Alors pendant longtemps, je me suis dit que c'était peut-être moi, Marion Poitvin, qui avait un souci. Je me disais, il faut que je m'entraîne plus, je dois pas être assez forte, il faut que je sois plus sympa, c'est peut-être pour ça que je suis pas admise dans le groupe, ou voilà. Et en fait, non, ça m'a fait du bien aussi de me rendre conscience qu'il n'y avait pas que moi, que toutes les femmes qui étaient dans des milieux très masculins, c'était toujours un petit peu compliqué de se faire sa place. À 30 ans, j'ai fait l'école de police aussi, et ça m'a permis aussi de découvrir un petit peu plus les textes de loi qui nous protégeaient, ou ceux qui n'existent pas encore. Et je me suis rendu compte qu'il y a un événement qui m'est arrivé à 16 ans. J'étais allée à une soirée, j'avais jamais couché avec un garçon, et j'ai bu beaucoup d'alcool, parce que c'était la soirée, tout le monde buvait d'alcool. Et là, il y a un garçon qui m'a sauté dessus. Pour moi, dans ma tête, je m'étais dit, t'avais qu'à pas boire, en fait, t'avais qu'à faire attention, Marion, et t'as perdu le contrôle, et t'as pas compris ce qui s'est passé. La culpabilité qui revient toujours. Ouais, la culpabilité, alors que... Et à 30 ans, j'ai lu le texte de loi, j'ai dit, non, quand t'es alcoolisée, c'est pas un oui, quoi. Quand t'es alcoolisée, t'es pas consciente, donc tu peux pas dire oui, tu peux pas dire non, mais en tout cas, quand t'as pas oui, c'est non. Donc je me suis rendu compte qu'en fait c'était un viol. Mais j'avais pas compris que c'était quand même très grave en fait ce qui s'était passé. Et ça je l'ai appris à 30 ans, quand j'ai fait mon école de police, je m'en suis rendu compte. Donc ouais, je suis devenue féministe. Je me demandais au niveau des inégalités salariales dans l'alpinisme, est-ce qu'elles sont réelles ces inégalités ? Je dirais non, parce qu'une journée guide, c'est journée guide, donc c'est un tarif fixe. Ensuite, chez chaque guide qui se vend et qui commerce. Chaque guide est un commerçant. Ensuite, moi, j'ai tellement eu des mauvaises surprises là, avec mes sponsors récemment que j'ai envie de dire ça gagne quand même un peu moins, quoi. Parce que l'année de ma grossesse, il y a un sponsor qui m'a proposé de me donner que la moitié de ce qui était convenu au départ. Parce que comme j'étais enceinte, j'avais pas besoin de beaucoup de matériel de montagne. Sauf que ça, je l'avais appris à l'école de police. C'est illégal, c'est un délit de discrimination. La grossesse, c'est un critère de discrimination. Donc c'est 3 ans de prison quand même. Donc je lui ai gentiment rappelé, j'ai reçu ma dotation complète, mais ça l'avait un peu contrarié, le team manager. Donc à la fin de l'année, il a décidé de m'enlever ma dotation. Enfin, il a décidé que j'avais plus rien à faire dans l'équipe parce que je faisais ni de la communication, comme aujourd'hui, ni de la performance. Moi, j'ai quand même réussi à faire un 8A cet été. Et puis, je pense que juste mettre un info au monde, c'est juste une performance, quoi. Les égalités salariales, je pense que ça va à peu près jusqu'à la maternité. C'est là où vraiment ça se creuse. Mais là, je crois que du coup, on rejoint la moyenne nationale. Cet entretien touche à sa fin. Marion, merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci à Marie Schneider qui a filmé cet échange. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode dans Tête à Tête. Bonne soirée sur la 8 Mont Blanc.